Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Au moment où j'écris ces lignes, il pleut. Un mois est passé depuis le début des émeutes, et on se demande tous où on va. Comment raconter le basculement d'un pays vers la violence ? Comment expliquer ce qui se passe ici ? J'adore Ouad Al-Khatib, cette résistante syrienne qui a filmé l'histoire de son pays à travers son quotidien, depuis sa jeunesse pendant les printemps arabes jusqu'à la fin du conflit syrien. Dans le documentaire Pour Sama, elle explique à sa fille pourquoi malgré sa naissance, malgré la naissance de sa sœur, son mari et elle ont choisi de rester sous les bombes pour construire des hôpitaux de fortune au beau milieu de la guerre et pour la documenter. J'aime beaucoup sa façon de raconter l'histoire. Ouad passe par la description de la continuité de la vie des petites gens. Par des horreurs, des bombes, certes, mais aussi par des scènes quotidiennes d'amour, d'humour, de nourriture, d'insouciance. Ouad nous laisse entrevoir la grande histoire et l'oppression du régime en creux de la réalité concrète de la population syrienne, qui fait face à la guerre dans toute son immensité et son injustice. On est dépassé. Alors vous vous demandez sûrement ce que cette parenthèse syrienne vient foutre ici, entre deux gouttes de pluie, au beau milieu d'un podcast sur la Calédonie. La raison, c'est qu'Ouad a bien compris quelque chose, il est impossible d'expliquer un conflit uniquement par la grande histoire, et encore moins par celle que nous racontent les médias. Alors peut-être que l'Azerbaïdjan, la Russie ou la Chine sont à l'origine d'ingérences sur le territoire, mais même si c'est le cas, ce genre d'ingérence s'appuie sur des conflits déjà existants. On n'ingère pas comme ça un conflit social de toutes pièces dans une population unie et soudée. Et puis que ce soit l'Azerbaïdjan, la Russie ou la Chine, ce sont de bien mauvais interlocuteurs pour comprendre ce qui se passe dans le cœur des Calédoniens, non ? Comprendre, ça signifie prendre avec soi. Je comprends ce que tu ressens est une façon de dire à l'autre qu'on a assez de neurones miroirs pour presque ressentir ce qu'il ressent. Assez d'espace mental pour prendre avec nous sa souffrance, son sentiment d'injustice, ses joies, ses peines. Je crois que c'est en prenant avec soi la diversité des récits de vie que l'on fait gonfler son cœur assez pour saisir l'entièreté de ce qui se passe, de ce qui se joue ici loin des réseaux sociaux et des grandes chaînes d'information, lesquelles déforment notre quotidien sous leur lentille d'antagonisme précaire et de simplification théorique binaire. Parce que derrière ce grand récit hégémonique de la grande histoire se cache une pluralité de petits points de vue et de petites mémoires. Alors, l'objectif de cette série de podcasts improvisés est simple, c'est d'essayer de saisir cette diversité de points de vue, de paroles qui ne se rencontrent pas toujours, pour tenter de les faire dialoguer. Avant de commencer à vous raconter notre quotidien ici, au milieu des barrages, de la psychose ambiante et des craintes de chacun, un point d'histoire s'impose. Maurice Godelier, l'anthropologue, avait dit un jour au rendez-vous de l'histoire que pour être un bon anthropologue, il valait mieux être un bon historien, et vice-versa. Alors, avant de jouer aux anthropologues, jouons les historiens et racontons une trame, une musique de fond de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'on ne peut pas totalement se passer de la grande histoire quand même. La Nouvelle-Calédonie est un archipel qui se situe à la frontière des tropiques. Ici, il y a une saison chaude et une saison fraîche. Tout pousse presque tout au long de l'année, le taux d'endémisme est l'un des plus élevés au monde. La nature y est riche, omniprésente. Pas étonnant que dans cette mer d'île qu'est le Pacifique, pour reprendre la tournure des Péli Aofa, penseurs et conteurs fidjiens, les civilisations Lapita eurent envie de s'y sédentariser il y a près de 3000 ans. Ces premières populations étaient des navigateurs nomades, qui allaient d'île en île afin de trouver des ressources par l'échange ou par la guerre. On entend souvent que officiellement la Calédonie n'a pas subi l'esclavage, étant donné que l'établissement des colons s'est produit après son abolition. Cela dit, depuis son mariage forcé avec la France, en 1855, les populations locales se sont vues progressivement imposer par la force un ordre colonial, passant par l'organisation sociale, l'apprentissage du français, ordre allant même jusqu'à définir leur propre nom, Kanak. Originaire de Tahiti, le mot Kanak signifie homme en polynésien. Avant, il était transcrit à la française, C-A-N-A-Q-U-E, Kanak, utilisé par les colons pour désigner et englober l'ensemble des populations du Pacifique sous la même étiquette, en dépit même de leur diversité. Aujourd'hui, juste pour donner un aperçu de l'effervescence culturelle toujours présente rien que sur l'archipel, on recense 28 langues kanak, réparties sur 8 aires coutumières, comprenant un total de 57 districts coutumiers. Suite à la colonisation, la population kanak voit ses terres réduites à peau de chagrin, notamment avec la création de réserves indigènes en 1859, lesquelles ne représentent plus qu'une infime fraction du territoire de leurs ancêtres. Entre 1863 et la fin du siècle, la Nouvelle-Calédonie devient un bagne. On conduit notamment un ensemble de communards exilés, comme Louise Michel, dont le sentiment d'oppression et les destins se mêlent à celui des peuples colonisés. Comment n'êtes-vous pas avec eux ? Vous, les victimes de la réaction, vous qui souffrez de l'oppression et de l'injustice. Est-ce que ce ne sont pas nos frères ? Eux aussi luttaient pour leur indépendance, pour leur vie, pour la liberté. Moi, je suis avec eux, comme j'étais avec le peuple de Paris, révolté, écrasé et vaincu. Au cours de cette période sévit le code de l'indigénat, auquel s'opposent de nombreuses révoltes kanak, dont la répression sanglante a laissé derrière elle des cicatrices profondes, que l'on peut toujours observer aujourd'hui quand on marche sur les flancs habités du pays.
Au cours de mon séjour, l'archipel m'a raconté un bon nombre de pages sombres de son histoire, comme l'exécution du chef Ataï, dont la tête fut emportée en France comme s'il s'agissait d'un trophée, la Première Guerre mondiale, où on a forcé des gens à venir se battre pour la France alors même que celle-ci n'octroyait toujours pas aux Kanaks le droit de voter, ou encore l'exposition de 1931, où des dizaines de Kanaks sont morts dans le froid et la maladie après qu'ils aient été exposés dans un zoo humain à Vincennes. C'est difficile de se dire que c'était il y a moins de 100 ans. Pour Boris Cyrulnik, le trauma n'a pas d'effet que sur la personne traumatisée. L'entourage et les enfants en subissent les retombées. Cette transmission se fait au contact, à la manière de parler ou de se taire. On vient de découvrir aussi, dit-il, qu'il y a une transmission biologique. Aussi, on peut imaginer que les violences subies par le peuple d'hier forgent les traumatismes du peuple de demain. Alors ceci est un message politique. Arrêtons de traumatiser les populations.